Bon, on va lancer la caméra parce qu'on est en train de s'auto-congratuler, mais Oui, sans totalement, enregistrer. ouais. Oui, c'est ça, c'est qu'on commençait un petit peu le podcast, mais sauf que c'était pas lancé. Donc vous avez reconnu nos voix. Et vous avez raté le meilleur. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Donc, à ma gauche, Geek Belge. Et à ma droite, Et Zeljo. voilà. Bon, ça commence bien. Hein. Ouais, ça commence bien. En plus, toi, j'ai un petit peu la voix rocailleuse. Et puis bon, tout ça à jeun. Hein. À jeun en plus, vous savez ça? On n'a pas besoin. Non. Tout au naturel. Ouais, c'est ça. Catastrophe. On sniffe l'auteur d'un livre tout de suite. Waouh. Bon. Alors, vas-y, allez. Commencer par un petit... Enfin, c'est pas ce que j'achète d'habitude. Oui. Mais bon, j'ai craqué. Tapisserie de... La tapisserie. Les tapas. C'est que tu as Tapisserie de la reine Mathilde. de Bayeux. Voilà. Ah, Donc, ça, Ariox, il a commencé un petit peu à zioter. Il avait les yeux qui brillaient. Hein. Ouais. Donc, c'est la tapisserie. Donc, reproduite, ce qui est chouette, c'est en accordéon. Oui. Parce que la tapisserie est extrêmement longue. Oui. Et ils ont gardé cet aspect continu de la tapisserie. Donc, ça, c'est super. si je veux, je peux dérouler ça dans une pièce entière. Oui, j'ai l'impression, oui. Et donc, c'était... Moi, j'avais lu quelque part. Ça traînait par terre en plus, sur le bitume, qui était super. un peu... qui était limite humide. Oui. Ah, c'est vrai que oui, on vous a pas donné le contexte de... Bien sûr, on a fait un vide-grenier et c'était tangent. Mais magnifique. Ça tenait un peu du pari, parce qu'on se dit, c'était un pari. vers 11h, À peu près il risque de pleuvoir. Donc, tu avais regardé la météo agricole. Oui, c'est ça. Voilà, on vous dévoile des petits trucs. Météo agricole, c'est par heure et avec des pourcentages. Donc, ça vous permet vraiment de savoir si ça vaut le coup de vous lever et puis de faire le vide-grenier avant qu'il pleuve. Ouais. Tout en sachant que s'il va pleuvoir, il y aura moins d'exposants, certains vont pas prendre de risques et tout ça. Et il y en avait là. Là, il y en avait. Ouais. Tout est là, comme s'il allait faire beau. C'était incroyable. Ouais. Et on est parti avant la saucer et en se disant, bon sang, les pauvres exposants. Ah oui, là quand il a commencé à pleuvoir, là... Ça n'a pas fait semblant. Non, c'était pas de la brouillesse. Donc, un petit quelque chose. Oui, très sympa, ouais. Ah oui, non, c'est très sympa. J'avais lu quelque part que c'était considéré comme pratiquement la première BD... Ouais, il y a des tas de... On dit, il y en a qui vont rechercher ça super loin, d'autres moins loin. Oui, c'est ça. Souvent dans l'histoire de la BD, on remonte plus ou moins loin. Ouais. C'est comme la science-fiction, en fait. Des fois, certains remontent pour la fantaisie. Quel enchaînement! Bravo, t'as marqué ça. Enchaînement! La fantaisie, certains remontent jusqu'à l'Iliade et l'Odyssée, pour la fantaisie. Alors, science-fiction. Eh déjà, celui-là, quand je l'ai ramené, j'avais pas appris ça sur le vide-grenier. Non, j'avais trouvé ça dans une boîte à livres. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est vrai parce que l'auteur, ça me dit rien du tout. Mais c'est vrai que dans cette édition-là, je crois que c'est Albin Michel, ça, les superfictions. Ouais. Albin Michel, oui. Donc il y a des auteurs qui sont un peu improbables. Hein, bon. C'est pas une collection. Il y a quelques petits titres, quelques bouquins, et puis il y a. Bon. Des trucs, voire même un peu trop vieux, quoi. Ouais, faut pas s'amuser à faire l'intégrale. C'était Roger Gallet qui avait fait la première série de... Enfin, bref. Oui, il y a eu deux formats, c'est ça? Oui, puis bon, il s'est occupé d'une des premières collections de... Ah, tu as regardé l'œil. Fantastique, le rayon fantastique. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu as regardé là où était le livre. Voilà. Ah, Joël ou ça? Alors, celui-là, anticipation dans ces périodes-là, j'ai vachement de mal parce que je connais très très mal les auteurs. Là, celui-là, je l'ai pris notamment parce que, j'ai entendu parler de Joël Houssin, mais pas plus que ça. Par contre, Blue, ça m'a tout de suite parlé parce qu'en fait, ça a été adapté en BD dans Métal Hurlant par Houssin. Et Glauqueur, qui était aussi un illustrateur pour Présence du futur.
et qui faisait qui a fait quelques BD dans Métal Hurlant. D'accord. Donc bon bah Ouais, là c'est les Fleuves Noirs Anticipation, c'est les années 80 avec la maquette là. Il y a même une publicité, je crois, pour des cigarettes à la fin. Oh, pas de partout. pas sûr, vraiment. Il y a des. Donc là c'est comment ça s'appelle, Compagnie des Glaces. Oui, c'est. Je vais tenter de me dire ça, ouais. C'est quel tome? Oh, je sais pas. Ouais, c'est pas L'Enfant des Glaces, ça doit être le 2e ou 3e, je dirais. 3e, ouais. Ouais, parce que je l'ai lu celui-là, mais dans un espèce de recueil, machin. Enfin, les Fleuves Noirs l'a réédité et a fait des intégrales aussi, voilà. Qui étaient bleu clair, si je me souviens bien. Mais bon, j'aime plutôt les petits bouquins, quoi. Un par un, ouais. Moi, c'est assez sympa à lire. Hein. Parce que les intégrales, ouais, non, j'aime bien les avoir en numéro. Ouais. Alors Franck Russell, lui, j'ai lu un club du livre en anticipation que j'ai lu, Gep, ouais. Gep et puis plus X. Et c'était sympa. Alors j'en ai un dans le rayon fantastique que j'ai toujours pas lu. Oui, mais je crois que j'ai Gep, mais je l'ai pas lu. Alors que je l'ai acheté il y a quelques années, on va dire. C'est rigolo, faut prendre ça d'une manière légère, je dirais. Mais c'est marrant. Bon, bah voilà, c'est. Ouais. Donc. Elle est sympa cette petite collection. Le masque, ouais, il y a des trucs sympas dedans. Ouais. Alors ce qui est très rigolo, je crois que c'est Marco qui m'avait fait, quand tu as tous les dos et que tu as un bon paquet de cette collection-là, les petits traits jaunes ne sont pas au même endroit, et lui, ça lui évoquait les différentes, sur les Shanifi, les vieilles Shanifi, il y avait tous les niveaux de son, et lui, ça lui évoquait ça. C'est ça, voilà, le petit trait jaune n'est pas au même endroit. Donc, suivant le titre, la longueur du titre, ça bouge. Ouais. C'est vraiment très intéressant. Pas du tout. Aux Compagnies des Glaces, alors là, c'est clairement vu, et c'est le numéro 26. Donc dans l'autre, il n'avait pas encore l'idée de toute une saga, parce qu'il y en aura 62 en tout. Ouais. C'est énorme. Mais moi, j'ai lu les premiers, j'ai commencé à lire les premiers, c'est sympa comme tout. Oui, c'est très sympa. C'est une ère glaciaire sur la Terre. Pour se déplacer, il n'y a que le train. Une compagnie deux, trois compagnies de train qui se font la guerre d'ailleurs. Oui. Et il y a des singes qui tiennent le froid, alors que les humains sont tout le temps en train de grelotter, se mettre sous des coupoles de verre pour pouvoir survivre. Et bon, il y a toute une évolution, on commence à suivre une personne, après ça va être son fils, et puis j'ai pas été encore plus loin, j'en ai pas lu beaucoup encore, mais ça se lit très bien, c'est vachement sympa. Alors celui-ci... Alors Silverberg. Ouais. Je me demande si ce titre-là n'a pas été offert en promotion quand on achetait 2-3 de la même collection. Ah. Oui, Revivre encore, ouais. Je crois que dans les années vers 86-87, il a été... voilà. Ah voilà. Ce roman inédit vous est offert par votre libraire. Oui, j'avais pas vu ça. Quand on en achetait 2-3 de la collection, on avait ce roman-là. D'accord, parce que moi j'avais vu que le inédit. Inédit, ouais. Donc je me suis dit, un press pocket en inédit, je trouve ça plutôt sympa. Ah oui, sympathique. Je suis pas fan forcément de press pocket, parce qu'ils ont fait tellement, mais bon, quand c'est un inédit, c'est tel que le texte est arrivé la première fois, a été présenté. Oui. Moi, j'aime bien avoir la première présentation du texte. Après, ça veut pas dire que ce soit un gage de qualité, parce que... Par rapport à la traduction, tu veux dire? Oui, des fois, il y a des mauvaises traductions. Dans les présences du futur, il y avait des trucs à revoir. Ouais. Mais c'est vrai que je suis un petit peu comme toi, c'est-à-dire que j'aime bien la maquette, les anciennes maquettes, mais c'est vrai qu'effectivement le relire avec une bonne traduction, c'est intéressant. Mais je suis quand même attaché à l'objet, au vieil objet. Oui, moi aussi.
Alors, ça, c'est un tout petit bouquin. Donc, Mort vivante. Ouais, ça doit être une reprise de Fleuve Noir, non? Je sais pas. Je me posais la question. La mort vivante, ouais. Je me posais la question si c'était déjà sorti en Fleuve Noir. J'ai pas en tête tous les. Non, moi non plus. Tous les titres de. Ça serait une fusée A70 chez Robert Laffont. Ouais, non. Non. Ouais, donc, c'est pas ça. Ça peut pas être une fusée, mais non, bon. c'est pas une fusée, non. Non. 70 Robert Laffont. Ça doit être dans un ailleurs et demain, ça, 70. Ouais, oui, ce serait ça, ouais. Oui. Ouais, faut regarder. Un ailleurs et demain. Ouais. Et il est petit quand même pour un ailleurs et demain. Bah, je crois qu'il y a eu un recueil de plusieurs histoires de Stephen Wool. Ouais. À chercher, à fouiller. Ouais. Donc là, alors tu parlais de pub, là c'est carrément la collection qui est une pub. C'est voilà. Voilà les marques. Bah oui, à l'époque. C'est l'époque de la cigarette. Ah ouais. Franchement, on pouvait. C'est incroyable quoi. Maintenant c'est inimaginable. Oui. Mais à l'époque, il y avait des pubs pour la cigarette partout. Ouais. Et c'était considéré comme normal. Ouais. Alors que là, surtout, c'est que c'est souvent des ados qui vont lire ce type de livre, ados, jeunes adultes. Donc oui, bah, c'est la cible. Tout était ciblé dessus, quoi. Je veux dire, t'avais plein de pubs dans Métal Hurlant, dans l'Écho des Savanes. C'était rempli de pubs pour les cigarettes. C'est ça qui est marrant de regarder dans des vieilles revues ou des bouquins comme ça. C'est c'est toute l'ambiance de l'époque. Je veux dire, quand t'étais non-fumeur, tu faisais bizarre dans. Oh bah t'étais en minorité. Hein. Ouais. Je me souviens. Alors que maintenant. Tu sortais le soir, le lendemain matin, tes fringues, tu pouvais les mettre dans la machine. Parce que tu puais la clope. Enfin bon, ça c'est notre jeunesse. Notre jeunesse, ouais. C'était mieux avant. Ouais, on mourait du cancer proprement. Voilà, on n'avait pas le temps de connaître Alzheimer. Ouais. Tiens, j'ai un petit truc derrière. Tu peux tout dire. Voilà. Alors ça c'est très rigolo là. Je pense que je vais. Vous voyez l'étiquette de prix. C'est une étiquette de prix. Ça vient d'un supermarché. C'était les rallyes. Ça n'existe plus, ça, les petits supermarchés. Et ce matin, je me suis battu pour enlever une étiquette de prix rallye. Bah, c'est très résistant. Et en fait, même à l'alcool ménager, t'as du mal à enlever la colle. Hein, ça, les vieilles étiquettes comme ça, c'est très très dur. Ils voulaient surtout pas qu'on enlève l'étiquette pour la coller sur un livre plus cher. Non, je pense que la colle elle-même virait très facilement. Oui. Donc, et c'est marrant parce que je me suis rendu compte aussi de l'inflation qu'il y avait à cette époque-là. Ouais, parce que là, c'est 15 francs 70. 15 francs 70, ouais. Donc, regarde, si ça se trouve, ça doit être le début des années 85. 15 francs 70, je me permets. Hop. Mais il se permet, oui. Ouais, je me permets. C'est 84. Ouais. Donc, en fait, c'était une collection qui était pas très chère, ça. 15 francs 70 en 1984. Les présences du futur, c'était beaucoup plus cher. Ouais, mais là, c'est sponsorisé par la pub quand même. Hein. C'est vrai, et puis c'est vraiment. Ça aide. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, on va peut-être parler de ce qu'il y a dedans. Oh oui, à la rigueur. Ouais. Donc, Asimov, dans les premiers Asimov, c'est pas les robots, ouais. Les courants de l'espace. Alors, il a tellement écrit que celui-là, je l'ai pas lu. Je crois que j'ai lu, mais il y a tellement longtemps que je pourrais pas te dire. Alors, ce qui est amusant dans certains de ces romans, c'est que tu t'aperçois que c'est une suite de nouvelles, en fait. Oui, c'est un grand classique. Bah, à l'époque, il y avait que la nouvelle, quoi. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, simplement, ça apparaissait par nouvelle dans les pulps. Et au final, quand l'auteur se débrouillait bien, une suite de nouvelles, ça faisait un roman. Donc, avec des charnières. Voilà, ouais. Hop. Alors, le dernier. Hop. Philippe José Farmer. Alors, j'ai pris parce que c'était Farmer. Après, ça sera la surprise pour moi. Ouais, il y a un côté Adon, fils de l'anticopare. Il y a un Tarzan qui est avec les joyaux d'Opar. Je pense que c'est vraiment en fantaisie. Hein. On sent la lignée avec Conan. Conan et tout voilà. ça. Ouais. Je pense que c'est encore un barbare. Oh, oui, il y a des chances. Oui. Et Tarzan aussi, tu vois. Ça a augmenté, hein. Centre Leclerc. 20 francs 15. Oh là là. Centre Leclerc.
Ah là là. Leclerc, comme dirait Arioc. Ouais. C'est encore un vieux logo. Oui, un vieux logo, oui. Oui. Donc en fait, ça aussi, ça renseigne que ces collections-là étaient en supermarché. Va trouver ça en supermarché maintenant. Maintenant, non. Et Fleuve Nord aussi était en supermarché, alors que souvent, Présence du Futur, lui, était plutôt en librairie. Présence du Futur était un cran au-dessus quand même. C'était un cran dessus, au niveau du prix aussi. Hein. C'était non, mais ça se la pétait quand même. Ouais, c'est ça. Présence du Futur. Bon, on va passer le côté BD. Oui, il faut qu'on avance un petit peu parce qu'on a trouvé beaucoup de choses. Donc, un petit truc publicitaire, machin, fait de la BD, fait par le... Il y a plein de publicités, c'est en 2006, c'est ça? C'est le syndicat de la BD, enfin des éditeurs surtout, je pense. Oui. Donc voilà, c'est juste l'objet, ça n'a pas plus loin. Ouais, c'est sur, voilà. Ouais, d'accord, c'est sur l'histoire d'une BD, quoi, avec la diffusion. Comment on fait une BD, c'était une opération publicitaire. Ok. Et comment on fait une BD, bon, il y a juste Mazan que j'aime bien. Le reste, non. Puis après, ça... Voilà. Ça montre un peu le... Ouais. Je veux dire le B.A.B.A, quoi. Bon, c'est sympathique. Voilà. Oui. Sympathique. Juste sympathique. Ok. Hop. Alors, nettement, c'est quelqu'un qui avait récupéré pas mal de bouquins d'un désherbage de bibliothèque. Donc, oui, c'est vrai. Ouais. Et il en avait des tonnes. Hein. Ouais. Il vendait ça à un prix très très raisonnable. Ouais, il était très raisonnable. Donc, Chantal Montelier, c'est quand même très spécial. C'est bien à gauche, voire extrême gauche. Très à gauche. C'était sorti dans Métal Hurlant. Elle avait un dessin, mais extrêmement froid. Ça tient. Ah oui. C'est très orwellien comme ambiance. Oui, un peu, ouais. Pas très joyeux. Ça fait post-apo un petit peu. Oui. C'est de la post-apo ? Post-apo, Orwell. Un petit peu effondrement, un petit peu. On rit pas beaucoup, quoi. D'accord. Ok. Mais bon, à force j'avais longtemps tourné autour, et puis je finis par tomber dedans. Bon, oui, puis là c'était l'occasion, je dirais. Hein. Parce que c'était vraiment, pour ceux qui aiment les prix, c'était 1,50€. Voilà, comme ça on a donné le prix. Voilà. C'était 1,50€ la BD, ce qui est très rare. C'est vraiment très rare parce que souvent ça va tout de suite monter à 4, 5 euros. Donc là, 1,50€, on peut se permettre de tenter. Ouais. Et puis là c'est un recueil de trois quoi. C'est comme une petite intégrale. D'accord. Je veux dire, avant c'était du plus grand que du A4, quoi. C'était vraiment grand. C'était dans la collection Piège à loup de Métal Hurlant. Ça, oui, d'accord. Les autres, là, ça réduit beaucoup, quoi. Ils ont beaucoup réduit, mais ça passe. Mais bon, son dessin est très lisible. Ça devient pratiquement un roman graphique. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Hop. Un roman graphique. Ah, là, attention. Voilà. Orson Welles. Ah, c'est mes souvenirs. J'ai été fan de films, quoi, et de films classiques. Et Orson Welles, j'adorais. Ouais, c'est super. C'est un personnage à lui tout seul. Il a fait des super films. Oui, totalement. Il ruait dans les brancards. Des films, et des fois, il est obligé de finir avec des bouts de ficelle. Et on lui a fait bien payer le fait d'avoir rué dans les brancards, quoi. Bah oui, totalement. C'est une industrie, hein, le cinéma. Hein. C'est les gens qui sont un peu... pas comme les autres, ils ont du mal à faire aboutir leur projet, et ça a été le cas pour plusieurs de ces projets, en fait. C'est Mister Arcadine, ça. Ouais, ça c'est son premier film et un sacré coup de poing à l'époque. Ouais, super chouette. Alors il y a eu une rétrospective, il y a un festival du film à La Rochelle, et donc il y avait une rétrospective où ils ont tout passé. Et je crois que cette année-là, j'avais tout vu.
Waouh. Même les publicités qu'il a fait pour la bière, même des trucs comme ça, ils ont tout passé, quoi. Et là, j'en ai pris plein les yeux. J'avais même fait la nuit qui clôt le festival, où en fait, pendant toute la nuit, tu vois des films toute la nuit. Alors, il y a un moment donné, je me suis endormi, je suis réveillé, le film avait changé. Mais c'était super, quoi. J'avais fait une nuit Shadok comme ça aussi. Ah oui, aussi. Et justement, je m'endormais. C'était le générique qui me réveillait. Et je m'endormais. Et en fait, je voyais plus que les génériques à la fin. Excellent. Mais en tout cas, les films, il y a un mouvement de caméra, l'utilisation des caméras, l'utilisation des couleurs. Voilà, c'est incroyable. Storyboard. Ouais. Et donc, c'est un sacré bouquin. Oui, je crois qu'il y a une séquence qui commence un film où c'est une bombe qui est mise dans l'arrière, le coffre d'une voiture, et il y a un plan avec la caméra. Un plan séquence. Qui dure du genre entre 3 et 5 minutes. À l'époque, ça s'était jamais fait. Et ça arrive jusqu'à la fin où au loin, on voit plus la voiture, il y a une explosion. Ouais. Et là, c'est un plan qui est magnifique. Bon, puis bien sûr, Macbeth. Macbeth, il y a une scène en fait. J'ai pas vu celui-là. Macbeth, il y a une scène, ils n'avaient pas reçu les costumes. Ah ouais. Attends, est-ce que je dis pas une bêtise? Je sais pas si c'est Macbeth. Je me demande si c'est pas. Je crois qu'il a fait Othello, non aussi. Je sais plus. Je crois que en tout cas c'était un film où il reprenait une pièce de Shakespeare. Il n'avait pas reçu les costumes et il devait y avoir un duel. Donc il était bien embêté. Et en fait il a fait le duel finalement dans un sauna. Et donc tous les acteurs ont juste des serviettes de bain. Et c'est la seule chose, parce qu'effectivement sinon il était obligé de repousser la date et ça a augmenté le budget, quoi. Et puis bon, en tant qu'acteur, dans La soif du mal, waouh, ouais, j'aime bien. Oh, il est fabuleux. Et il joue aussi dans Le Troisième Homme, qui n'est pas de... Il n'est pas de lui. Il est juste acteur. Il est juste acteur. C'est Reed, je crois, qui l'a réalisé. Je sais plus. Mais qui est fabuleux. Et en fait, ce qui est rigolo aussi, c'est que ça a été la première musique de film qui a cartonné. Et là, l'air du Troisième Homme, en fait, qui est fait avec une sorte de... Je me souviens plus du nom de l'instrument. C'est un instrument, en fait... c'est à plat, avec des cordes. C'est un son très métallique. Et c'est là où les producteurs se sont dit, ah bon, on peut faire de l'argent avec une musique de film. Ah oui. Le procès. Ah, ça, c'est un film culte pour moi. Je l'ai regardé, magnifique. Mais alors, je sais pas combien de fois. J'ai vu un petit documentaire dessus sur la première scène où il y avait un jeu sur la lumière, machin. C'était incroyable. Et bon, il y a un côté un peu surréaliste. Oui. Dans des scènes. C'est dans ce film, non, où il y a une sorte de scène d'animation avec un homme qui attend devant une porte et avec un gardien de la porte. Ah, c'est le prologue. C'est le prologue, oui. Okay. C'est le prologue. Ah ouais. Et là, je veux dire, c'est bon. Bizarrement, t'as Romy Schneider dedans. Oui, mais même Anthony Perkins dedans, j'adore. Et je crois que Jeanne Moreau. Il n'y avait pas Jeanne Moreau aussi. Oui, là. Oui. Et il y a une scène où une salle immense, mais remplie de fonctionnaires. Tels qu'on les caricature devant leur bureau. Oui, puis un côté esprit fonctionnaire d'une... fonctionnaire à la Kafka. À la Kafka, quoi. Même fonctionnaire pratiquement d'un État soviétique où ils sont des centaines dans une salle et puis ils font tous leur boulot et puis eux-mêmes sont surveillés et en même temps ils surveillent leurs voisins. On imagine bien ce genre de choses. Regarde la porte, la taille de la porte, c'est incroyable, quoi. Ça a été par hasard. À Zagreb. Porte immense trouvé par hasard. Ouais. Et donc ils s'en servent pour donner le côté surréaliste. Oui. Voilà, Mais c'est vrai qu'il avait ce don pour trouver les choses, en fait, se dire tiens, ça peut servir pour mon film. Et puis quelque part c'est bout de ficelle, hein. Un côté opportuniste. Oui. Falstaff. Après il a eu énormément de projets qui n'ont pas abouti. Est-ce on lui a mis énormément de bâtons dans les roues ou des trucs comme ça. Je sais qu'il essayait de filmer malgré tout. Enfin bon, c'est un personnage à lui tout seul. Oui. Alors,
c'est idiot, je regarde plus de films depuis un bon moment. Mais tu achètes des livres sur les films. Bah, Orson Welles, je pouvais pas laisser. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment un très bon réalisateur. Enfin, c'était un très bon réalisateur. Ouais. Si vous connaissez pas, je vous conseille les films qu'il a fait. Hein. Ouais, Citizen Kane, c'est un classique. Le procès. Oui. Puis bon, en tant qu'acteur, La soif du mal, je sais plus si c'est lui. Avec le plan séquence. Oui, ça doit être ça. Parce qu'en fait, il joue le rôle d'un shérif qui est totalement alcoolique, qui est pourri. Ouais, c'est ça. C'est dans La soif du mal qui joue le rôle du. Ouais. Donc. Il se réservait toujours un rôle. Ah ouais. Bon, deux causets. Je les ai jamais lus. C'est à un moment donné où j'ai perdu de vue Causet et Jonathan. Et là, voilà, c'est. Comme dit, c'était 1,50€. Oui. J'ai envie de dire, tu te poses pas de questions. Ouais, c'est l'occasion de terminer la série ou de la compléter. Oui, voilà. Il avait délaissé sa série pendant un sacré bon moment. Parce qu'il a fait d'autres, comme des one-shots. Et puis, il l'avait repris. Il l'avait repris au bout d'un moment. Puis, moi, j'étais passé à autre chose. Il a l'air d'être toujours en Inde, non ? C'est particulier, Jonathan, parce que, en gros, il n'y a pas de méchant proprement dit. C'est un homme qui est plutôt pris dans l'histoire, quoi. Ouais. Il est pris dans l'histoire. Et il fait ce qu'il peut. Et même ses adversaires sont. Il y en a qui sont. La plupart du temps, ils sont pas vraiment méchants, quoi. C'est plus pris dans les événements, ils essayent de se débrouiller. J'en ai pas lu beaucoup, en fait. Je crois que c'était peut-être ça, ce côté. Il y a un côté aussi du personnage qui est un peu bizarre. Je ne sais même plus d'où il venait. On a l'impression qu'il fuyait quelque chose ou qu'il était. Oui, il était amnésique au début. C'est ça. Ah, c'est pour ça. C'est dans les premiers, ça. Ça commence comme ça. Et puis voilà, il est au Népal et puis il s'attache au coin, quoi. Puis c'est vrai que c'est pas si facile que ça aussi à trouver. Je pense que c'est pour ça aussi que j'en ai pas tellement. Oh, j'ai fait des mélanges. Il y a des trucs. C'était non. Non, c'est. Ok, toujours sur le même stand. Voilà. Abominable. Là, par contre, c'est. Alors, c'est Herman. Herman. C'est un one shot d'Herman. Bizarrement, c'était dans les années 83. Ils sont pas tous passés. Mais il y en a une bonne partie qui est passée dans le journal Spirou. Journal Spirou, il y était pour. Il avait fait une série onirique qui s'appelait Nick, tu rêves. Oui, exact. Et là, je veux dire, ses dernières collaborations. Pas celui-là, mais dans le journal Spirou. Nick Turel, ça me rappelait un petit peu le processus. Il y a une série américaine qui était aussi avec un enfant qui dormait, qui avait. Oh oui, c'était très librement inspiré de. Je me souviens plus de. Little Nemo. Little Nemo, voilà. À un moment donné, on trouvait une intégrale qui était magnifique, qui était sortie. Tu sais, dans la chaîne de magasins là, qui faisait du soldé. Ah ouais, Nose non, pas Nose, c'était avant Nose, c'était... un maxi-livre. Un maxi-livre, ouais. Ils avaient sorti d'intégrale Nemo qui était magnifique, quoi. Oh, j'en ai jamais entendu parler. Jamais entendu parler de cette intégrale. Ah ouais. Faut que je la retrouve, elle doit être dans un carton. Et je l'amènerai, à la limite, on fera une... Il a prononcé son mot fétiche. Carton. Et je ne vis pas dans un carton, tout va bien. Ah oui, exact. Celle-là était super. Ouais. Et là, lire Spirou à ce moment-là, c'est waouh. Ah oui, c'était. Il y avait les débuts de Berthet. C'était un bon moment. C'était chouette. Une bonne période de Spirou. Un petit détail amusant, en fait, je dois avoir la première édition et ils ont changé la couverture. Ouais. Oui, moi ça m'a surpris parce que je connaissais la première couverture. Et là j'avais vu que le dos, j'ai repéré, j'ai pris. T'as bien fait. Et puis après j'ai regardé un peu plus en détail et mince, c'est pas la couverture que je connais. Oui, c'est rigolo, hein. Moi je vois avant vous. Voilà, Jeannette Pointu.
Alors Jeannette Pointu, Westerlin, ou Westerlin, c'est toi qui dis comme ça? Oh, moi je prononce Westerlin, oui. Mais ça serait normalement Westerlin, oui, effectivement. W. Je pense qu'il y a différentes prononciations et je pense que ça dépend de l'intervieweur. Ouais, c'est ça. C'est comme Bach. C'est une série, je suis mi-figue, mi-raisin. J'aime bien l'auteur, notamment pour les premiers Dr Posh que j'ai adoré. Excellent. Un peu moins par la suite, mais je veux dire, pas une tendresse pour l'auteur ou un truc comme ça, j'ai envie de le suivre. Oui. Jeannette Pointu, au départ, c'était un côté très très réaliste, très surprenant par rapport à l'univers du Dr Posh. Oui, quelque part c'était assez complémentaire. On avait l'impression que il devait suivre l'actualité et puis ça le dégoûtait et en fait il a envoyé une sorte d'autre lui, Jeannette Pointu, à l'autre bout du monde pour porter témoignage, quoi. Ouais. Et petit à petit, je veux dire, ça a pris de la distance par rapport à la réalité. Il y a un petit côté plus fantastique, plus science-fiction. Et j'ai un peu de mal à lire la série, mais bon, je pense que ça dépend des histoires. Il y a certaines histoires qui sont peut-être plus moins bâti que d'autres, et celle-ci ça me dit rien, pourtant j'ai l'impression de la voir. Dans un carton. Bon, Griffu, parlons de choses sérieuses. Et Manchette. Là c'est c'est sérieux. Oui. C'est du polar. C'est pas drôle. Oui. Et non, c'est pas drôle. Mais Tardy, je crois je l'ai lu qu'une fois. Tu l'as lu qu'une fois? Ouais. C'est le problème des fois avec Tardy. Moi, j'avais été quand j'avais vu, il avait adapté il avait fait une bande dessinée sur la guerre de 14. Je dois bien l'avouer que celle-là, je l'ai lu qu'une fois. Parce que c'était du dur. Mais je crois qu'il a travaillé plusieurs fois avec Manchette, non? Je saurais pas te dire. Là, j'ai envie de dire, c'est la première fois. C'était sorti en 78. C'était un magazine éphémère qui s'appelait BD. C'était sous forme d'un journal. Et c'était vraiment particulier. D'accord. Et donc c'était sorti aux éditions du Square, c'était en grand format, c'était pas facile à trouver, toujours après c'était sorti par Dargaud et ça fait des années que je l'avais pas. Bon, là c'est une réédition récente, mais bon voilà, c'est l'occasion de l'avoir. Je veux dire, c'est 78. Donc c'est encore ces jeunes années, quoi. Oui. Les éditions du Square, tu disais que le format était plus grand que celui-ci? Largement, oui. Largement. C'était du brochet? Ouais. Il me semble avoir vu quelque chose au Square. Et j'ai toujours un peu tergiversé à l'acheter, à faire le pas, parce que justement je l'avais lu. Et j'ai quand même envie d'avoir un peu l'intégrale de Tardy. Malgré tout. Et là, c'était pas cher, et puis voilà, c'est... nickel. Voilà. Bon, en attendant de trouver les éditions du Square. Ouais, parce que c'est quand même rigolo, cette taille-là, c'était vraiment un BD, c'était vraiment un journal, début 80, enfin, ils essayaient plein de choses, et ça ratait souvent, quoi. C'est rigolo. Ah, voilà, de nouveau Herman. Ouais. Donc là, on est dans Jérémia. Dans Jérémia. On voit tout de suite que c'est dans les derniers. Dans les derniers, parce que celui-ci, je dois pas l'avoir. Ah bon? Non, moi je me suis arrêté, je crois, à Renard Bleu ou parce qu'il sortait régulièrement. À un moment donné, je me suis un peu lassé de la série, ou je lisais moins de bandes dessinées à un moment donné. Et puis après, j'ai pas voulu faire de rattrapage sur 5-6 albums. Je me suis dit, je les trouverai d'occasion. Et en fait, on les trouve pas, tout simplement. Ouais. Et sauf dans les bandes dans les bibliothèques qui désherbent.
Donc moi c'est ce que je fais, donc c'est pas l'idéal parce que bon dans ces films luxés, il y a souvent les tampons, le code barre, les tampons, les codes barres. Moi j'ai tout un boulot où j'enlève les références, le code barre, mais c'est vachement long à faire. Oui, c'est ça. Ouais. Et ceci, en fait, parce que tu as déjà trouvé des exemplaires dans une autre médiathèque qui désherbait, en fait. Oui, plusieurs. Ouais. Dans plusieurs. Plusieurs. Le fusil dans l'eau. Et là, celui-là, je pense que je l'ai. Ouais, tu as dû rattraper parce que voilà, c'est dans les derniers, il est passé à l'aquarelle. Oui. Couleur directe. Et c'est magnifique, en fait. Ah ouais. Et ça donne des ambiances incroyables. Et les ambiances de nuit sont absolument incroyables. Là, on arrive dans une ambiance de nuit. Ah non, trop tard. Et il arrive bien à le donner. Il y a plein de personnages qui sont glauques. Les situations sont franchement glauques. Hein. Ouais. Surtout dans les derniers. Oui. C'est assez désabusé, assez désespéré. Même le personnage de Jérémia. Je pense qu'il a été contaminé par Curdy. Il va même plus loin que Curdy, je dirais. J'en ai eu un il y a pas longtemps. Ouais, c'est quand même une claque, quoi. C'est pas drôle, mais alors, qu'est-ce que c'est chouette. C'est vrai. Ils ont encore leur moto là à ce moment-là. Ouais, voilà, c'est Curdy a perdu comment ça s'appelle, sa mule. Sa mule. Ouais. Parce que pendant très longtemps ils étaient avec la mule, ils ont été à cheval, et en fait après ils sont passés à la moto. Ouais, parce qu'il y avait peu d'essence. Oui, c'est ça. Parce que c'était post-apo. C'est post-apo, et justement on voit au début qu'on revient à un monde assez anarchique avec pratiquement tout le monde est redevenu à l'époque de western, mais il y a des endroits où il y a la science qui est arrivée, où il y a des voilà, magnifique l'ambiance là. Zoom. C'est quand même un grand de la BD, Herman. Ouais. Et toutes les séries qu'il a faites sont magnifiques. Hein. Et on voit son évolution. Mais moi, il y a une bonne partie. Moi, les Tours des Bois Maurice, je suis pas vraiment allé dedans encore. Il y a toute une partie que je connais pas d'Herman. Bon, je dirais que tu as de la chance. Tu vas le découvrir. Allez, après on a été dans un coin champignon. Ouais. On vous dira pas parce que c'était juste à côté. En fait, grosso modo, c'était une sorte de plan B. Au cas où il pleuve. Au cas où il pleuve. On savait que normalement, avant 10h c'était bon. Normalement, notre plan B ça ouvrait à 10h, et donc on y a été, mais beaucoup plus tard, puisque en fait. Parce que bon, l'averse s'est décalée. L'averse s'est décalée, donc on a eu le temps de faire un deuxième tour. Et on est parti à temps. Et on est parti dans notre plan B. Et c'est dans le plan B qu'on a senti qu'il pleuvait à l'extérieur. Ouais, on a entendu la pluie taper. Donc des bonnes trouvailles comme chaque fois. Une bizarrerie là. Oui, totalement des bizarreries. Là tu fais dans le bizarre. Hein. Ah bah là c'est les derniers Atlantes. Les derniers Atlantes. Bon, c'est édité par l'auteur. Et ouais, c'est ça surtout après que j'ai vu. Oh la vache! Paul Boucher. Donc pour les gens il y a des gens qui se passionnent pour l'Atlantis, pour cette légende. Si ça se trouve, si vous en faites partie, laissez un message. Et si ça se trouve, c'est une sorte de collector. Après, je te dis pas que ça soit. Édité par l'auteur, c'est pas une garantie de bonne qualité. Pas forcément. Mais bon, la couverture était tellement surprenante, avec des espèces de rocs, de buffles, je sais pas, c'est... Ouais, on sait pas trop. Hein. C'est marrant. C'est un petit peu l'homme des cavernes, quoi, un petit peu. Ça m'a interpellé. Ouais. Si. Bon. Il n'y a pas l'air d'avoir d'illustration à l'intérieur, mais ça ressemble un peu à des... années 50. Ah si, un petit peu. Ouais. Années 50, ça? Ouais. Intrigue. C'est intriguant. Bon. Il me semble avoir aperçu une illustration, mais bon. Tu vas le lire quand même? De commencer au moins? Quand, je ne saurais pas te dire. Ah, quand? Bon. Mais bon, donc, ça se tentera. Hein. Voilà, il faudra que vous attendiez peut-être quelques années pour savoir si c'est bien. Bon. Ah, il en reste un. Non, il y a encore un autre truc, mais... Ah, ok. Donc là, c'est du Jean de Bonneau. Jean de Bonneau. Donc ça, normalement, ça vaut un bras.
Oui, ça coûtait super cher, ça. Là, ça m'a même pas coûté une rognure d'ongle. Voilà, donc belle présentation. Là, on parlera pas de prix, mais c'était un coin à champignons. Le côté, c'est un côté livre club, quoi. Ils impriment directement un ex libris. Ouais. Puis bon, là, du papier filigrané. Oui, alors je sais pas si vous l'avez vu, en fait, il y avait un filigrane sur le papier. Je suis pas sûr qu'on puisse les voir, les filigranes. Je sais pas si on va attendre. Je vais prendre. C'est pas facile. On le voit. Ah si, là vous le voyez là. Vous le voyez sur la gauche là. Ce que j'appelle le filigrane, c'est-à-dire que c'est quand on met le papier par transparence, on voit bien que à certains endroits le papier est plus fin, ce qui fait qu'on voit un motif. Donc là, ce sont deux canons qui se croisent avec des boulets en dessous. Voilà. Et ça, c'est un filigrane qui est assez classique. Ah bah c'est leur filigrane. C'est leur filigrane. Ouais. Je crois qu'on l'avait déjà remarqué dans un autre. Ah non, c'est carrément quoi. Et donc c'est les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet. Oui. J'ai envie de dire, pour moi c'est un souvenir d'enfance. Oui. Avec le secret de Maître Corny, l'Arlésienne, les trois messes basses. Non, je sais plus où je confonds. Si, les trois messes basses. Ouais. Si. Il y a plein d'histoires à la fois. Puis la chèvre de Monsieur Seguin aussi. C'est un classique. C'est devenu un classique, quoi. C'est vraiment très bien à lire. Ça peut être, c'est drôle, c'est triste. Des fois, c'est vraiment très triste. C'est sombre. Et à chaque fois, c'est amené. Alors, soit il est vit lui-même, soit on lui raconte l'histoire. Mais le but, l'idée, ça commence comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça commence comme un faux acte d'achat. Ça commence, en fait, c'est l'acte d'achat, l'acte notarial d'achat de son moulin. Ah. Ouais. Et après, en fait, ça enchaîne sur lui qui découvre le moulin, qui chasse en fait les animaux, qui en fait avait élu domicile dans le moulin, et ça enchaîne en fait sur des histoires. Là, il y a la mule du pape qui est assez sympathique. Et c'est marrant parce que les lettres de mon moulin sont tellement intégrées que pratiquement la mule du pape, ça pourrait être un conte qui remonte beaucoup plus loin. Et moi j'ai jamais lu, j'ai lu que des extraits parce que c'est comme des petites nouvelles. Oui, c'est ça. Ce sont des petites nouvelles. Et j'ai jamais lu d'une traite. Ah oui, c'est le phare des sanguinaires. C'est triste ça. Ça je connais pas du tout. Ouais. L'Arlésienne, c'est pas drôle non plus, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est devenu une expression, quoi. Oui, c'est ça, l'Arlésienne. C'est quelqu'un dont on parle tout le temps, mais qu'on ne voit jamais. Donc voilà, c'est. Non, c'est vraiment chouette. Tout en sachant qu'en fait, il n'a jamais acheté de moulin. Mais il a lancé ça. Voilà le canon. Voilà, à l'enseigne du canon. Ouais, il le met dedans. Enfin, il y a un petit côté dans le frontispice ou un truc comme ça, je sais plus. C'est très prout, ma chère. Voilà. Ce livre a été réalisé par les dessinateurs, graveurs, compositeurs, imprimeurs et relieurs, compagnons en la boutique de Jean de Bonneau. Il a été achevé d'imprimer le 20e jour du mois de juin 1976. Deo gratias. Ah, ah oui, ça c'est un petit peu pompeux, mais quelque part ils se font plaisir et c'est ça qui est chouette. Donc Deo gratias, c'est grâce à Dieu, je crois, tout simplement. Oui. Je n'ai pas fait beaucoup de latin, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Ah, ça tombe bien, moi non plus. Ah bah voilà. Ou ça tombe mal. Bon il faudrait que je nettoie parce qu'il a été. Puis bon, il est un peu. Il a été tordu. Il a été un peu tordu, mais bon. Ouais. Ah, c'est là-bas, c'est du brutal. C'est du brutal. Il faut chercher, il faut pas avoir peur de sortir avec les mains pleines de poussière. Hein. Ça, c'est... Alors le dernier truc, il a fallu que je montre les dents à un moment donné. Ah oui. Mais bravo, parce que j'étais passé plusieurs fois, j'avais jamais eu l'idée d'ouvrir en fait, tous les livres ils sont dans des meubles un petit peu bric-et-broc, et en fait il y a un meuble, il y a un abattant, et ça devait servir de bar. Ouais, voilà. Et en fait j'avais jamais songé à tirer et à voir ce qu'il y avait dedans. Et moi bêtement j'ai ouvert et il y avait plein de vieilles revues, de trucs comme ça. Ah oui, c'était surprenant. C'était plein de bric-à-brac. Ouais. Et
ce Paris Match spécial Expo 58 de Bruxelles, Voilà. avec le fameux Atonium. L'Atonium. Alors moi, l'Atonium, Bon, c'est Gaston Lagaffe. Hein. c'est Gaston Lagaffe, c'est les BD de Chaland, c'est la collection Atomium de chez Magic Strip. Il y a tout un... Ça m'a déclenché comme une aura sur ce truc-là. Je veux dire, c'était la modernité heureuse. Totalement, oui. Voilà, c'était l'utopie de l'année 2000 qu'on vivait déjà à l'époque. Ah oui, oui, oui. Enfin, au moins dans Et, dans cette expo. On a l'impression que c'est vraiment l'âge où la Belgique avait vraiment effacé toutes les blessures de la guerre et en fait était, au top, on va dire. Alors, c'est Je sympa. me demande si en 58 s'ils avaient encore le Congo. Je pourrais pas t'aider. Je crois que c'est je vais peut-être dire une bêtise hein, quand même. Bon, vous avez l'habitude. Je crois que c'est en 62 que le Congo a eu son indépendance et en fait et après il est passé Zaïre et puis je crois qu'il est redevenu Congo d'ailleurs. Mais il y a deux Congos en fait. Il y avait le Congo belge qui était au Belge et puis il y avait un Congo qui était une colonie française. Enfin, vous regarderez ça, hein. Il y a des sites pour ça. C'est la France. Et Cette puis vous avez flèche de 80 mètres, c'est la France. Excellent. Là aussi, hein, en France, il y avait le même esprit. Hein. Ouais. Oh bah, c'était la période de Gaulle, hein. Je veux dire, 58, c'était le début. Hein. Ouais. Il était revenu au pouvoir en 54, si je me souviens bien. Non, 58, non. 58. Ah non, 58, c'est la Constitution. Ouais. À voir. Il faudrait que je regarde les dates. Mais... Ah bon, c'était, je veux dire, les 30 glorieuses, quoi. Oui, totalement. Ça devait être super, hein, ces expositions, ça devait vraiment en jeter. Et pareil que pour la Tour Eiffel, hein. L'Atonium devait être démonté après, et elle y est restée. Il en laissé. Bon, il a raison. Ah oui, c'est vachement chouette d'ailleurs. J'étais une fois allé... tu l'as visité ? Visiter, non, mais tout d'un coup, je l'ai aperçu. Parce que tu vois de loin. Ah, super. Et j'avais un pote comme ça, il avait bien préparé son coup. Et pouf, tout d'un coup, je le vois. Il savait qu'il est... Ouais. Bon, on retrouve un petit peu aussi cet esprit-là dans les films de Tati, dans Mon Oncle, où on voit la destruction du vieux Paris avec des maisons hyper modernes. C'est très Tati aussi comme... Ouais, il y a très Tati. Ah oui, quand vous regardez aussi, il y a... c'est pas Trafic, c'est... comment il s'appelle ? Celui où il va travailler dans une société high-tech où ils font des tuyaux de plastique. Les temps modernes ? Non, ça c'est Chaplin. Je me souviens plus. Et il y a toute l'usine qui est très high-tech et tout. C'est même chose, hein, le film de Tati. Alors, soit on accroche, on adore, soit on se dit mais ça veut rien dire. Mais de quoi ça parle ? De quoi ça parle ? Mais disons qu'il faut prendre son temps, il faut apprécier, il faut écouter, il faut... Bon. C'est très contemplatif, Tati. Oui, un peu, oui. Et il s'attarde sur des détails qui sont drôles ou ridicules. Ah oui. Enfin, le côté drôle et ridicule de la modernité, des gens qui se veulent modernes. Donc voilà, c'est... Très sympathique. Je vais terminer là-dessus. Ah, t'as oublié de dire pourquoi tu devais montrer les dents. Parce que j'étais content, je l'avais sorti et il fait que j'ai montré les dents parce qu'il y avait une dame. Ouais. Et je crois que ça, elle avait flashé aussi sur le Paris Match. Ouais. Voilà. Et donc, effectivement, j'ai vu le guide belge passer en mode je défends mon territoire, je défends ce que j'ai trouvé. Et c'est vrai que la dame, je pense que... Excuse... un petit peu bidon, du ouais, en côté mielleux. Ouais. Oui, mais c'était déjà mis de côté. Ouais. Voilà. C'est la fin ? Oui. Bon, juste un dernier détail à la con. Vas-y, dis. J'ai une petite cuillère Atonium 58. Wow, collecteur. Voilà, sur ces paroles ridicules. Il n'y avait pas des CD aussi ?
Si, quelques CD, mais je les ai oubliés. Ah bon bah c'est pas grave. Tu pourras même pas te moquer de moi? Non, pourquoi je me moquerais de toi? Je comprends pas du tout. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Bon, on va arrêter là. Hein. Ouais, on va arrêter là, oui. Passer à la partie de Denzel Jones. Oh, tu vas te moquer de moi. Ouais. Allez. On va ciao. couper. Ciao, on coupe. À tout de suite.